Salut Internet. Bon alors excusez-moi parce que je suis obligé de prendre quelques secondes pour m'adresser aux fans du professeur Raoult. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui continuent encore et encore à me reprocher d'avoir cru en la publication du Lancet, une espèce de vieille histoire. Donc on va mettre un petit compteur, voilà, ça c'est le temps consacré à Raoult. Donc le Lancet, j'y ai cru une semaine. C'est-à-dire précisément le temps qu'il y a eu entre la publication de l'article qui a bluffé le Lancet quand même, qui a bluffé l'OMS aussi, et puis les chercheurs qui ont travaillé avec ces données qui étaient non sourçables. Et dès que la fraude a été déclarée, j'ai publié un démenti, un correctif, et j'ai supprimé les vidéos qui répandaient la mauvaise information. Une fois encore, des publications qui se rétractent, c'est le processus normal dans la recherche. Ça fait partie du système tel qu'il est pensé et prévu. Mais c'est pas là que je voulais en venir. Vous, qui me faites encore aujourd'hui plusieurs fois par semaine le reproche d'avoir cru à cet article du Lancet, on est d'accord que le problème, c'est que j'ai affirmé un truc faux. J'ai placé ma confiance sur une étude qui était mauvaise. Vous me discréditez parce que j'ai annoncé quelque chose qui s'est révélé faux par la suite. Donc, votre méthode, c'est bien de ne plus faire confiance en quelqu'un qui s'est trompé. C'est bien ça l'idée, hein. On ne fait plus confiance à telle personne parce qu'il s'est trompé. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale. Et donc si on regarde les 4 derniers mois de cette année par rapport aux 4 derniers mois de l'année dernière, pour regarder les infections respiratoires d'origine virale, pour l'instant, il y en a moins cette année. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Pour la Chine, je pense que dans les statistiques, on ne verra pas la différence à la fin. Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre. Il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. Donc je n'ai pas parlé ni de rebond, ni jamais prononcé le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, mais je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre. Il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. Moi, j'ai expliqué que c'est ce qui était maintenant recommandé par les autorités chinoises. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable de transférer cette recommandation en France. Mais je n'ai jamais recommandé ce traitement. Tous les gens qui meurent avec le corona meurent avec le virus. Si vous n'avez plus le microbe, vous êtes sauvés. Et au fur et à mesure que les choses se dégradent, eh bien, il n'y a plus de corrélation entre le nombre de virus, ce que nous on appelle la charge virale, et la sévérité. Et au contraire, à la fin, il n'y a plus de virus. Et en particulier, ceux qui sont en réanimation, à la fin de la réanimation, ils n'ont pratiquement plus de virus. Mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient aussi, parce que bien sûr, c'est un modulateur de l'immunité. Quand il est trop tard, il est trop tard, c'est-à-dire au moment où les gens sont en réanimation. En réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. Vous n'imaginez pas que tous les gens qui partaient en Afrique à qui on donnait de la chloroquine, on leur faisait un électrocardiogramme. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous prescrive, il faut que vous ayez un électrocardiogramme. Donc vous maintenez qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave avec la prise de chloroquine. Mais non, il n'y en a pas. Pas de problème cardiaque, tous les médecins... Non, écoutez... Je voudrais bien savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai qui a été fait à Angers, ont été arrêtés prématurément, tous les 2, alors que l'hydroxyne donnait des résultats supérieurs au placebo. Mais... Moi, je prédis pas l'avenir, je fais pas ça. Alors vous savez, quelqu'un qui dit tout et son contraire, si on a envie de le croire, qu'on soit conscient qu'on ait envie de le croire ou non, eh bien, on va toujours lui donner raison. C'est comme ça que fonctionnent les médiums, les horoscopes, ce genre de trucs. Attendez. Si par exemple je vous dis, vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique envers vous-même. Voilà, phrase typique qu'on retrouve dans des horoscopes, dans des trucs de divination, machin. Forcément, je taperai juste. Forcément, ça va vous correspondre. On appelle ça l'effet Barnum en psychologie.
Raoult prédit l'avenir, mais il dit qu'il ne le fait pas. J'ai passé ma vie entière, à dire que je ne sais pas prédire l'avenir. Je n'ai jamais prédit l'avenir. Et j'ai passé mon temps à dire que les gens qui étaient assez fous pour prédire l'avenir d'une maladie inconnue n'étaient pas raisonnables. Pile je gagne, face tu perds. Et avec ça, comme on vient de le voir dans les extraits, Raoult, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mentir. Il y a 4 études randomisées, 3 qui disent que la chloroquine marche mieux que le placebo, et une qui dit que le placebo marche de manière équivalente à la chloroquine. À faire dire à un article l'inverse de ce qu'il dit. Eux, ils ont analysé 250 méta-analyses pour regarder s'il y avait une différence de résultats et de qualité entre les études randomisées et les études observationnelles, et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence. Comme je l'ai montré dans mes précédentes vidéos, il n'hésite pas non plus à falsifier ses propres résultats. On retire les patients qui gênent un petit peu la statistique. Et puis ceux-là, on va les rajouter parce que c'est mieux pour bien montrer l'effet qu'on cherche à montrer. Il n'hésite pas à faire des montages Photoshop, grossiers en plus, dans ses publications, des copier-coller un peu faits à la va-vite. Après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. N'hésite pas à co-signer des centaines d'articles qu'il a probablement pas lus, pour s'en attribuer une part du mérite, dans le sens où ça fait monter ses statistiques de citation. Il fait passer ses articles dans les revues des copains, sans qu'ils aient été relus et vérifiés, comme le veut le jeu de la recherche. C'est quand même la preuve que plein d'articles à lui sont passés en moins d'un jour. C'est-à-dire qu'il l'envoie, et le lendemain, c'est bon, c'est accepté. C'est quoi, il y a des gens qui vérifient la nuit, là, ils travaillent, Raoult a sorti un article, vite, je vais travailler toute la nuit pour vérifier. Alors comme je l'ai démontré aussi, il réinvente la méthode scientifique à sa sauce, en faisant dire aux philosophes des sciences l'inverse de ce qu'il démontre. Et donc voilà, on a affaire à un homme qui prétend aujourd'hui être le seul à avoir raison contre le reste du monde, enfin, le seul, lui et ses adeptes, bien sûr, mais qu'on n'a curieusement jamais vu débattre face à un autre expert de compétences égales. Bah tiens alors, comme c'est curieux. Pourquoi ? Parce qu'il refuse ce genre d'invitation. Il veut pas. On a quand même affaire à un homme, tenez-vous bien, qui n'a tellement pas froid aux yeux qu'il n'hésite pas à se vanter du faible taux de mortalité dans son hôpital, alors qu'il n'y a pas de service de réanimation dans son hôpital. Ils n'ont pas de lit de réanimation à l'IHU ? Non, il n'y a pas de réanimation à l'IHU. Non, il n'y en a pas. J'avais dit que je me mettrais plus en colère avec ce... Il va falloir qu'il vous la mette jusqu'où pour que vous vous libériez de son emprise. Élément de réponse dans le restant de la vidéo. Allez, on passe à autre chose. Générique. Ça y est, j'ai de nouveau un studio, yahoo! Mais on s'en fout parce que c'est la catastrophe. En Belgique, on a atteint les mêmes stats que pendant le confinement de la première vague. Ce confinement qu'on savait déjà pourtant avoir fait 1 à 2 semaines en retard. Et là, au moment où je vous parle, on se tâte pour se remettre en confinement en Belgique. Bon alors, comme les Français ont décidé de reconfiner, la Belgique va reconfiner sans... parce que bon, là, on va encore faire semblant que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, etc. Mais voilà, on suit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a perdu. On est véritablement à l'heure de la suprématie des Donald Trump, des Bigard, des Raoult, des Perron. Ils gagnent. Ceux qui ne doutent de rien et qui clament leur certitude, sortis de leur bon sens, avec leur tripes, sont en train de l'emporter sur ceux qui mesurent l'ampleur de ce qu'ils ne savent pas et invitent à la prudence. Massivement, on est en train de donner le pouvoir et la plus grande audience à quiconque pourra nous jurer qu'il est certain de quelque chose. Et nous ignorons tout ce qu'il y a au centre, ceux qui font... comme je tente de le faire, des rappels à la réalité, à l'inconnu, à l'incertitude. Les politiciens, très critiquables, bien entendu, je pense par exemple à Macron hier, qui a eu cette phrase étrange. Mais surtout, il faut reconnaître
que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Alors ouais, l'accélération soudaine, je ne sais pas trop d'où il la sort, donc je vais plutôt pencher pour la grosse excuse bien puante. Donc les politiciens, disais-je, obligatoirement critiquables, puisqu'ils doivent prendre la plupart de leurs décisions en méconnaissance de cause. Donc ils sont obligés de parier sur les conseils qu'ils reçoivent. Et ils ont certes leur part de responsabilité, mais les conseils qu'ils reçoivent, je veux dire, ils finissent par parier sur les conseils qui les ont le plus séduits. C'est pas forcément les conseils qui sont les plus justes. Et donc une part de responsabilité tout à fait représentative de ce qui fait de moi quelqu'un d'apartisan. À mon sens, mon opinion, les décisions difficiles qui doivent impérativement être prises vis-à-vis de la crise actuelle, mais aussi vis-à-vis de celle qui arrive, la raréfaction des ressources, le changement climatique, la gestion des énergies, ce sont des décisions qui ne peuvent pas être prises par le système tel qu'il est aujourd'hui. Elles ne peuvent pas. Ça me semble vraiment impossible. Je vois pas comment le système actuel pourrait mettre au pouvoir, ou aurait pu mettre au pouvoir, quelqu'un qui aurait dit la vérité sur le manque de masques lors de la première vague. Vous l'imaginez, ça ? Un politicien, il peut jamais dire qu'il sait pas. Il peut jamais dire qu'il s'est trompé. Parce que le système en lui-même favorise ceux qui ne reconnaissent pas leurs erreurs et défavorise ceux qui disent qu'ils ne savent pas. C'est ça qui m'emmerde. Vous imaginez quelqu'un qui aurait pris des décisions en disant on n'a aucune certitude, mais il fallait décider. On ne sait pas à quel point le confinement va être efficace, ni à quel moment, ni pour combien de temps il faut le faire, mais on s'est quand même mis d'accord sur des dates. Vous imaginez quelqu'un qui dit ça ? Le système défavorise l'honnêteté, la prudence, la raison. Je sais pas, imaginez Macron hier, oui, on laisse les écoles ouvertes, mais en réalité, les enfants sont un vecteur de contagion comme un autre, donc si on le fait, c'est plus pour que les adultes puissent aller travailler. Alors ouais, du coup, il y aura quand même quelques enfants en réa, mais pas des masses, parce que eux, ils le chopent pas trop, la Covid. Bon, alors, il l'aurait dit avec beaucoup plus de style, parce que je me suis un petit peu... voilà. Notre système gouvernemental est dans sa chair, inapte à dire la vérité. C'est pas Macron, ou l'extrême gauche, ou l'extrême droite, ou les écolos, le problème. Le problème, c'est que notre système est aussi doué pour gérer les situations de crise comme aujourd'hui, qu'un marteau ne l'est pour repeindre un mur. Oui, je fais des métaphores de travaux parce que je suis encore dans mon esprit dans les travaux. Alors on a fabriqué un joli marteau pendant des siècles qui a super bien fonctionné, tant que tout allait bien, tant que tout était des clous à enfoncer. Mais pas de bol, aujourd'hui pour survivre, faut peindre un mur. Et tout ce qu'on a, c'est un marteau. Et des groseilles. Ce qui me fait terriblement peur, et là je vous le dis franchement, c'est une pensée à laquelle j'évite de penser parce que sinon je dors pas. C'est que les dégâts de la Covid ne sont pas suffisants pour faire réagir notre société à temps. C'est pas suffisant. Tout se passe un petit peu comme si tant que chacun de nous n'a pas majoritairement, globalement, statistiquement, 1 ou 2 décès dans notre famille ou nos proches pour bien réaliser la gravité de la situation, notre société reste hostile aux mesures nécessaires à sa propre survie dès lors qu'elle perturbe ses petites habitudes. Un peu comme un alcoolique qui va penser à arrêter de boire quand son foie sera cirrhosé. Et ce bordel énorme qu'on vit actuellement, mes amis, c'est une crotte de nez par rapport à ce qui nous attend d'ici 2030-2050 avec le réchauffement climatique. Autrement dit, nous sommes totalement vulnérables à toutes les menaces qu'il faut prévoir à long terme, de l'ordre de la décennie. Quand bien même nous serions certains de leur existence, et quand bien même, et c'est ce que la crise actuelle nous montre, nous serions déjà en train de récolter de graves conséquences dues à nos mauvais choix ou nos non-choix. On peut malgré tout rester optimiste pour 2 raisons. La première, c'est que les solutions existent. Et elles sont pas monstrueusement difficiles. À l'échelle des individus, en tout cas, c'est assez simple à faire passer. C'est à l'échelle de la collectivité que c'est très difficile à faire passer. Et la seconde raison de rester optimiste, c'est qu'il y aura un après à tout ça, dans lequel on aura retrouvé une forme de stabilité sociale, un quotidien qui nous semblera normal. Enfin, les générations futures, et peut-être nous, si on... immortalité, tout ça. Donc, avant de passer au sujet suivant, je vous laisse quelques minutes en compagnie d'Étienne Klein. Écoutez attentivement et méditez, s'il vous plaît, parce que l'enjeu de l'avenir, qui n'existe pas encore, ne dépend que de notre capacité à tirer des leçons du présent et du passé. C'était le 5 avril, Le Parisien publie un sondage demandant aux Français, la question posée aux Français était « Est-ce que tel traitement est efficace ?» À une époque où personne n'en savait rien, puisque aucun protocole n'avait abouti. Donc les spécialistes ne pouvaient pas dire. Donc personne ne savait comment répondre à cette question. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que 59% des personnes ont répondu oui.
20% ont répondu non, et puis seulement 21% ou 20% ont répondu je ne sais pas, alors que tout le monde aurait dû dire je ne sais pas. Qu'est-ce que ça dit de l'époque ? Ça dit des choses des Français, de leur rapport à la croyance et de la promptitude avec laquelle ils se déclarent experts. Ça dit rien du traitement en question. Le maître l'a dit, et donc je déclare que ce qu'il dit est vrai sans exercer à l'égard de ce qu'il dit mon esprit critique. Et en version dégradée, ça donne, je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai. Et comme nous avons tendance à croire que les idées que nous aimons sont plus vraies que les autres, nous n'exerçons plus notre esprit critique lorsque la thèse qui est avancée, sans être argumentée, nous plaît davantage que son contraire. Le plus simple quand on ne sait pas, c'est de dire « je ne sais pas ». Et un expert qui ne sait pas devrait dire, si le monde était normal, je ne sais pas. Sauf que s'il dit je ne sais pas, ou s'il fait des phrases truffées de conditionnels, il va être médiatiquement débordé par quelqu'un qui, grâce à son ultra-crépidarianisme, tranche les questions avec un ton très assuré. Et donc c'est assez délicat. Moi je pense que quand on est dans un régime d'épidémie assez angoissant, on a besoin de certitudes et on va les trouver là où des gens nous les proposent. La science, c'est pas un scientifique qui parle, c'est l'organisation de la controverse. Comme disait Karl Popper, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc avant de réussir à faire parler un bout du réel, il faut commencer par s'engueuler. Ce qui m'a choqué, c'est la façon dont on a traité toute cette histoire de la chloroquine, comme si le réel ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était l'autorité qu'on accorde à la parole de l'un ou de l'autre. Et beaucoup de gens avaient une opinion tranchée, comme on l'a dit sur ce médicament, sans même savoir ce que c'est. Et c'est ça qui me fascine, si vous voulez. C'est qu'on peut être, par exemple, pour la lutte contre le changement climatique, comme l'ont été beaucoup de jeunes, sans rien savoir de l'effet de serre. Comment le militantisme peut se décorréler de la connaissance ? Comment est-ce qu'on peut épouser une cause dont on ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants et ce qui la fonde finalement scientifiquement. Et non, le militantisme a l'air de pouvoir s'exprimer indépendamment de la connaissance. Pour qu'un soin soit un soin, il faut avoir montré que c'est un soin. J'ai rien d'autre à dire. Bon voilà, c'était bien dit là, je vais pas... Enfin, voilà, Covispray, c'est le nom d'un dispositif médical censé prévenir la contamination par le virus de la Covid-19. Un petit coup de spray dans le pif, ça crée un petit film protecteur, le SARS-CoV-2 se colle dedans, et hop, vous n'êtes pas contaminé. C'est trop bien, non ? Voilà un excellent support pédagogique pour bien montrer la différence qu'il y a entre avoir de bonnes raisons de croire un truc et avoir raison de croire un truc. Parce que sur le papier, Covispray, ça parle au bon sens, ça parle à l'instinct, à l'intuition. On voit tous dans notre tête le beau dessin de la paroi nasale, le petit spray qui pose un film tout propre, les petits virus qui viennent dessus, qui se collent dedans, qui peuvent pas pénétrer l'organisme. On le voit. Et puis après tout, ça a obtenu son autorisation de mise sur le marché, ça a prouvé son efficacité en labo, donc ça marche, on est sauvés. Allez, on va arrêter un petit peu les sarcasmes. D'abord, un dispositif médical, c'est pas un médicament. Un dispositif médical, ça n'est pas obligé de prouver son efficacité pour être mis sur le marché. Le sachiez-tu ? Une petite arnaque classique des industries pharmaceutiques, pour une fois que je dénonce une de leurs arnaques, on va pas se priver, pour nous vendre des placebos à tour de bras. Bon, ça veut pas dire que tous les dispositifs médicaux sont des placebos, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Secondo, un truc qui prouve son efficacité en laboratoire, ça veut souvent dire in vitro, ce qui est le cas ici. In vitro, je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, je crois, ça guérissait du sida, mais pas trop dans la vraie vie. In vivo. Mais in vivo, c'est un synonyme d'IRL en fait. On se gare. Donc in vitro, ça veut dire dans du verre ou du plastique, dans un environnement idéal pour vérifier un effet. Enfin, idéal, simplifié, épuré de tout truc extérieur. C'est la base pour avant d'aller plus loin. Votre pif, en revanche, excusez du peu, mais c'est pas tout à fait une paille en plastique stérile. Une paille en plastique, ça n'éternue pas, ça n'a pas de poils, ça n'a pas de mucus qui coule, ça n'a pas un gros doigt qui vient chipoter dedans en moyenne 4 fois par jour. Oui, c'est la moyenne des doigts qu'on se fout dans le nez, et c'est sourcé dans la description, ce que je vous dis. Bref, une paille en plastique, c'est pas votre pif. Covispray, bientôt sur vos écrans et dans vos supermarchés pour vous prendre un peu de fric en échange de votre peur. Ou pour vous donner des bonnes excuses pour plus mettre le masque. Parce que, effectivement, on sait pas non plus à quel point ça va pas aggraver la situation, donc faire plus de morts. Parce que certains penseront que Covispray, ça va se substituer au masque, aux gestes barrières, au gel hydroalcoolique. Il va y avoir des gens qui vont penser ça. Il va certainement pas ne pas y en avoir, ça c'est sûr. Et ouais les copains, on fonce dans le mur en faisant la fête, en klaxonnant comme des fous, et en plus on accélère. C'est génial. Et maintenant, laissez-moi vous parler
du plus grand facepalm de l'année. Ben oui, si, parce que alors là, sur 2020, il y a des sérieux candidats, mais celui-là, je sens qu'on tient un petit champion. Les Avengers du bon sens, avec un casting 3 étoiles. Donc là, je vais lire un petit peu mes notes, vous m'excuserez. Xavier Adalbert. Alors après avoir racheté le magazine François et viré les journalistes qui faisaient un travail normal, quelques mois avant la crise de la Covid-19, Xavier Adalbert a transformé ce journal d'après-guerre en un nid d'articles conspirationnistes et une des premières sources de fake news qui traînent actuellement sur Internet. On va se faire un petit proverbe pour retenir, comme dirait mon ami Défécator. Si ça vient de François, c'est qu'il n'y a rien à voir. Christian Perron, médecin spécialiste des maladies infectieuses, il est un des rares médecins à affirmer l'existence de la forme chronique de la maladie de Lyme. Pas du tout en train de dénigrer ceux qui souffrent de ce qu'il suppose être la forme chronique de la maladie de Lyme, et c'est pas le sujet, et on va passer ça tout de suite parce que y a des rageux là-dessus. Dont l'explosion des cas serait cachée par l'armée américaine et les scientifiques sous sa coupe, suite à l'erreur d'un médecin nazi qui aurait répandu des tiques contaminées dans la nature. Aux USA. Je déconne absolument pas, c'est ce que le mec pense et affirme un peu partout. Curieusement, ces preuves ne convainquent que lui. Et il est à présent célèbre pour avoir défendu bec et oncle l'hydroxychloroquine. C'est également lui qui accusait à la télé, sans trembler des genoux, tout le personnel hospitalier de toute la planète de laisser mourir les patients en leur refusant l'hydroxychloroquine. Un peu comme si c'était le choix entre l'hydroxychloroquine ou les laisser mourir dans un lit. Parce que c'est ça qu'ils font, les médecins. Quand on vient à cause de la Covid, ils nous laissent mourir dans un lit. Ça n'avait pas beaucoup plu, cette petite intervention télé. Alors on a aussi Valérie Bugeaud, qui est une docteure en droit et avocate fiscaliste, qui affirme à qui veut bien l'inviter que l'obligation du port du masque dans les rues des grandes villes, alors que l'épidémie est terminée, s'apparente à une opération de contrôle social organisée par le pouvoir pour tester la docilité des Français. Désolé pour le style et tout, mais bon. Alors on a aussi Alexis Lacou, docteur et grand ami de Christian Perron. Ils ont écrit des bouquins sur Lyme ensemble. J'ai pas trouvé des masses d'infos en plus, vous m'excuserez. L'épisode du Petit Point, ça s'écrit vite, alors bon. On a Corinne Réverbel, qui a beaucoup de succès sur Twitter. Docteur en biochimie et microbiologie, Corinne Réverbel coche toutes les cases pour faire partie de la bande. Hostile au confinement, pro-hydroxychloroquine, grande retweeteuse de l'IHU de Marseille et du collectif Laissons les médecins prescrire. Elle pense que le virus a été créé en laboratoire, elle dénonce des conflits d'intérêts à tour de bras dès qu'une contradiction se pointe, etc. etc. C'est un peu du condensé de grands classiques. Silvano Trotta. Comment vous dire ? Complot lunaire. Affirme que la Lune est artificielle, que la pandémie est un fake pour imposer la vaccination, anti-vax, anti-masque. Il a tantôt affirmé que le virus n'existait pas, tantôt affirmé qu'il était de fabrication humaine, un petit peu se décider sur ces trucs-là. Adepte des théories de Rock Socker, le fondateur du magazine Top Secret, qui pense que l'ISS n'existe pas, que c'est des... Alors, Crop Circle, compteur Linky, Matrice, il y a un truc avec la matrice, on serait dans la matrice. 5G, évidemment. On est sur du conspirationniste pure souche, là. Assumé tel quel, en clair et sans décodeur. Allez jeter un coup d'œil au sujet de ces anciennes vidéos, c'est X-Files saison 12. Sans Scully. Gérard Guillaume, médecin rhumatologue qui déclarait sur les plateaux de télé il y a peu qu'il n'y avait pas de deuxième vague et que l'épidémie était finie. Julien Cantoni, j'ai rien de bien trouvé de bien intéressant sur lui, si ce n'est qu'il n'est pas médecin. Il est consultant chez Neos Conseil, une boîte qui s'occupe des transitions dans les entreprises. Vous allez voir qu'il y a un truc avec les entreprises. Transition technologique, transition écologique, etc. Je suppose qu'il est là pour faire tourner le truc à peu près sérieusement, qu'il adhère aux idées, voilà. Jean-Yves Capot, pas médecin non plus, fondateur de Xani Stratégie, encore une boîte dont le boulot est d'aider les autres boîtes à tourner un peu plus correctement. Il y a de l'entrepreneuriat derrière tout ça, Et alors Jean-François Lesgard, biochimiste, cofondateur d'une entreprise qui vend des protéines. Pourquoi pas ? Ne me dérange pas. Et donc là où je voulais en venir, c'est que après le collectif Mon Homéo Mon Choix, qui trahissait justement par son nom ce qu'on essayait tous de dire, oui, votre homéo, votre choix, donc ne l'imposez pas à la collectivité, s'il vous plaît. Après le collectif Laissons les médecins prescrire, qui trahit également sa bêtise dans son nom même, dès lors qu'on le compare à un collectif imaginaire qui s'appellerait Laissons les policiers faire la loi. Et donc voici le collectif qui a décidé de s'appeler Bon Sens. Le bon sens, c'est quelque chose, c'est un thème qui marche vraiment bien quand on s'adresse à la population, parce que instantanément, tout le monde se fait une idée, tout le monde voit ce qu'est le bon sens. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que personne ne voit la même chose. Et donc, c'est un peu comme évoquer la justice. J'aimerais bien qu'on me présente les gens qui disent « Ah non, mais moi, la justice, non ».
Ma justice, non, je suis contre ma justice. Tous ces termes que nous pensons partager, l'instinct, la foi, qui relèvent d'une sorte d'évidence profonde. Alors oui, mais le bon sens de qui ? La justice de qui ? L'instinct, la foi de qui ? Réfléchissez-y 30 secondes. Y a-t-il seulement une seule guerre qui ne soit pas menée au nom d'un conflit sur la définition d'un de ces mots ? Est-ce qu'une guerre, c'est pas quelque part l'affrontement de ce que les uns considèrent être la justice contre ce que les autres considèrent être la justice ? Pareil pour la foi. Pareil pour tout ce qui relève de l'évidence, mais dont on accepte que notre propre définition. Et ce qui est évident, c'est ce qui se passe d'arguments, ce qui se passe de justification, comme si on avait accès à la vérité sans devoir y réfléchir. Malheureusement, le bon sens, c'est ce qui fait que des gens croient que la Terre est plate. Ah oui, ils en appellent au bon sens. Et eux pensent avoir raison. Alors pourquoi leur bon sens est mauvais et pas le vôtre ? C'est ce qui vous a fait prendre à droite sur la route au lieu d'à gauche. Alors que clairement, il fallait prendre à gauche. C'est pas une allusion politique. Et vous savez quoi ? Ils sont totalement d'accord avec tout ce que je viens de dire. Sur leur site, on trouve cette définition de ce qu'est le bon sens. Vous êtes prêts ? Vous êtes bien assis parce que moi j'ai failli tomber de ma chaise. Le bon sens est l'intermédiaire entre l'ignorance et la connaissance de tout. Il est la raison sans raison. Il est la raison sans raison. Autrement dit, ces gens pensent que le bon sens est un pouvoir magique qui nous permet d'accéder à la connaissance de tout, le fameux doigt mouillé. Sauf que la science, elle a été fondée contre le bon sens. Le bon sens nous dit que le soleil tourne autour de la Terre. Et la science nous a permis de comprendre que c'était bien plus compliqué que ça. Le bon sens nous dit que l'homéopathie est efficace. Bah oui, ça marche sur moi, ça marche sur mes enfants, ça marche sur mon mari, sur mon chien, sur mon bébé. Mais la science nous a appris qu'il existait un truc incroyablement efficace, et très mal compris par les gens, qui s'appelle l'effet placebo. Le bon sens, c'est la sensation de vérité. C'est l'impression de cohérence. C'est le goût du vrai, comme disait Étienne Klein, décidément. Et la science, c'est précisément la mise à l'épreuve des énoncés du bon sens. Donc vous voyez, je rejette pas le bon sens. Le bon sens nous fait dire des choses, nous fait produire des énoncés. Et la science sert à les vérifier, à les mettre à l'épreuve. Le bon sens ne sert pas à savoir si le bon sens dit le vrai ou le faux. Alors ce sera le bon sens de qui ? Le bon sens défendu par ce collectif ? Parce que moi aussi j'ai mon bon sens à moi. Ils ne peuvent pas avoir l'exclusivité du bon sens. Vouloir mettre à l'épreuve le bon sens, c'est aussi du bon sens. Bon alors c'est déjà un petit peu le bordel chez Bon Sens, puisque la députée Martine Warner, qui venait de cofonder cette association, a quitté le navire avec d'autres personnes, officiellement pour des raisons de disponibilité. Et bon, quitter une asso qu'on a fondée il n'y a même pas un mois, pour Dixit se concentrer sur son travail parlementaire alors que l'asso comptait quand même une douzaine de têtes prêtes à bosser, c'est quand même très troublant. Mais je vais quand même rester un petit peu sur Martine Warner parce qu'elle est un excellent exemple pour montrer ce que c'est que d'être victime de son bon sens. Ce qui se passe quand on pense que le bon sens est suffisant pour connaître le vrai. Regardons l'ensemble des pays européens très proche de chez nous, simplement la Belgique, qui va réautoriser à partir de la semaine prochaine le traitement par azithromycine hydroxychloroquine. Alors ça c'était le 7 octobre, on attend toujours. Eh bien c'est faux. L'AFP a interrogé le monsieur Covid en Belgique, c'est un infectiologue, il s'appelle Yves Van Lethem, c'est lui, vous voyez sa photo. Voici ce qu'il déclare à l'AFP, : les autorités n'ont prévu aucune réintroduction de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine. Fermez les guillemets, c'est raté. Deuxième affirmation de Martine Warner à l'Assemblée, le coronavirus a muté et il serait moins dangereux aujourd'hui. Je la cite, ces mutants viraux sont aujourd'hui nettement moins virulents. Et là aussi, c'est faux. Rien ne permet de dire aujourd'hui que les dernières variantes du virus sont plus inoffensives. Rien. Mais la députée poursuit, cette fois sur les masques, et là, elle tient un scoop. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la haute autorité de santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Le masque ne sert à rien d'après les autorités sanitaires américaines, d'après le CDC. C'est ce que dit Martine Warner. Allons sur la page d'accueil du CDC, si vous le voulez bien, consacrée au Covid. Voilà, c'est la page d'accueil, je n'ai pas cherché plus loin. Wear a mask, porter un masque, caramba, encore raté pour la députée. Vous comprenez ? Puisqu'il faut du bon sens pour savoir
qu'il faut vérifier si le bon sens dit le vrai, le bon sens ne peut pas suffire à dire le vrai. On n'est pas dans la merde, les amis. On n'est pas dans la merde. À vos agendas, ce lundi 2 novembre signera le grand retour de la série Le Grand Procès de la Science. C'est aussi le logo. Un nouvel épisode captivant dans lequel on va se demander si l'éducation à la méthode scientifique à l'école est une bonne méthode pour diminuer l'adhésion plus tard aux pseudosciences. Et spoiler, d'après plusieurs études, ce n'est pas le cas. Ah, très surprenant ça. Pour tout comprendre, rendez-vous ce lundi à 18h sur la chaîne. Je suis toujours en train de m'installer dans mon nouveau local et je n'ai pas encore reçu l'intégralité du matériel que je voudrais utiliser pour filmer les épisodes de Ma méthode Z. Vous savez, cette série que je vous tease depuis des mois. Vous savez, la série qui va condenser cette fameuse méthode dont on parle partout, en insistant bien sûr sur les limites de chacun de ces outils, ce qui est la chose qu'on a beaucoup trop peu faite, nous les vidéastes sceptiques. Je vous le disais, j'ai en revanche à nouveau un studio à disposition, donc je suis en mesure de reprendre les vidéos à bon rythme. Merci donc à tous ceux qui m'ont soutenu malgré l'absence de contenu pendant tout ce temps. Votre confiance me va droit au cœur, vraiment. Et je compte vraiment faire en sorte que vous vous félicitiez d'avoir maintenu votre soutien pendant tout ce temps. Bah oui, parce que n'oubliez pas que cette chaîne n'existe que grâce à vos pourboires sur Tipeee, PayPal, Utip, etc. Je suis obligé de le rappeler. Merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui rendent ça possible. Merci bien sûr pour moi, mais merci aussi, voire surtout, pour tous ceux qui en profitent. Allez, on se revoit très vite parce que il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Ça m'a démangé pendant tout ce temps. Alors d'ici la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Vraiment. Prenez bien soin de vos proches aussi. Protégez-les. Et surtout, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous acceptez de croire qu'un truc est vrai. S'il vous plaît.